bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors on va parler de style de vie français, de perte de poids sans réduire l'apport calorique et des interférences entre le cardio et la musculation. Avant de démarrer cet épisode, juste pour vous préciser que vous retrouverez dans les notes de cette émission le cours que j'ai mis dimanche matin en ligne qui s'appelle « Booster votre métabolisme de 40%. Et vous allez voir que sur l'année, ça fait 17 400 calories brûlées en plus. Et ça, c'est pas une astuce de régime, c'est une astuce autre que vous allez voir et qui est, à mon sens, certainement la plus saine qui puisse exister aujourd'hui dans le monde très dense des régimes. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir dans les notes là de l'émission, vous trouverez le lien sans problème. Sinon vous l'avez par mail. Voilà. Alors première partie, je voulais parler du mode de vie français vu par les autres pays. Alors c'est toujours intéressant, vous savez, on a toujours tous tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle comme ça, je crois, avec Cary Grant. C'est un film des années 60, je crois, ou fin des années 50, je sais plus, qui parle, je crois que c'est même le titre d'ailleurs. Et là, en fait, l'article que j'ai trouvé, alors il est en anglais, vous aurez le lien aussi dans les notes de l'émission. Ils ont observé, alors le titre c'est « Régime populaire du monde, le régime français ». Et c'est marrant de voir ce désir, cet optimisme qu'ont les Américains quand ils parlent de notre style de vie. Alors que nous, on est plutôt entre nous, faut dire un petit peu la réalité, on est quand même un pays où on a tendance à être un peu râleur, à être un peu, on dit c'est souvent mieux ailleurs, c'est mieux foutu ailleurs, etc. Et c'est vrai que d'observer ce que disent les autres de nous, ça nous permet de voir un peu nos qualités, quoi. C'est un petit peu comme dans la vie, nous, en tant qu'individus, on a souvent tendance à se rendre compte de nos qualités quand on les pointe du doigt, quand ce sont les autres qui les pointent du doigt. Et nous-mêmes, quand on doit définir nos qualités, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, tout le monde a connu ça lors d'un entretien d'embauche. On est un petit peu, on essaye d'avoir des qualités pas trop prétentieuses et des défauts pas trop qui vont pas trop impacter le choix de la personne qui est en face de nous. Bref. Et là de voir ce que disent les autres de nous. Alors c'est intéressant parce que cet article est assez ancien. Mais ça peu importe en fait, il date de 2007, mais c'est de voir comment ils nous perçoivent. Et je pense que si nous on a le même genre de comportement avec les autres pays, notamment par exemple, vous savez, le régime longévité d'Okinawa, etc. On a tendance à rendre un peu féerique ce qui nous appartient pas, mais ce qui nous touche pas directement. C'est-à-dire que on a tendance à penser que sur un autre continent, sur une île comme ça doit être magique, ils ont compris le secret. Ben nous, ils nous perçoivent en tout cas de cette manière-là, et on va voir un petit peu ce qui est vrai et ce qui était vrai et ce qui ne l'est plus. Mais moi en tout cas, ce que j'ai envie de partager là dans ce déroulé, c'est justement de voir un petit peu quelles étaient les choses importantes qui commencent à s'oublier et d'autres qui perdurent, quoi. Voilà. Alors premier point, il parle du contrôle des portions. Alors forcément c'est très lié au style de vie alimentaire, hein. Sinon ça aurait rien à foutre dans le podcast. Donc contrôle des portions, ils disent le régime alimentaire français se résume en une phrase: manger moins souvent mais des petites portions d'aliments de qualité. Donc on préfère la qualité à la quantité. Les portions de taille américaine sont nettement plus grandes que leurs homologues parisiennes. Donc là ils disent par exemple, vous savez les barquettes de yaourt là, à Philadelphie étaient 82% plus grandes que celles des Parisiens.
enfin des Français j'imagine. Les boissons gazeuses étaient 52% plus grandes et un hot dog était 63% plus grand et une barre chocolatée 41% plus grande. Donc on voit que eux, ne serait-ce que par les portions, donc les Américains, c'est plus grand que nous. Donc nous, on n'a pas. Vous savez, on avait eu pendant une période, il y avait eu une polémique avec le reportage Super Size Me, je crois, où ils ont même après le reportage retiré les grandes tailles dans les fast-food. Donc je crois que c'était McDo qui était concerné par ça. Mais globalement, ça fait écho avec, vous savez, cette notion de manger dans une assiette plus petite, vous mangerez moins. Ben là, en fait, ils associent taille de la portion. Donc nous, on aurait plus tendance, les Français, à préférer la qualité à la quantité. Et je pense que vous avez tous autour de vous, ou même vous-même, entendu dire ou dit je préfère un bon plat fait maison à partager entre amis qu'un fast-food. Vous avez dû l'entendre de vos parents, de vos grands-parents, ou même vous-même. Préférez, je sais pas, un bon plat fait maison, un bon plat gourmand, mais fait maison, plutôt qu'un fast-food. Alors aujourd'hui, je sais pas si ça tiendrait encore, puisque avec ce grand désir de s'américaniser, est-ce que les plus jeunes Français préféreraient justement une pizza, un fast-food ou autre? Mais en tout cas, c'est quelque chose, et je pense que ceux qui m'écoutent, ceux qui ont à peu près le même âge que moi ou plus anciens, connaissent cette phrase de dire qu'on préfère un bon plat fait maison plutôt qu'un fast-food. Ensuite, en deuxième point, penser qualité pas quantité, donc c'est toujours la même chose, toujours le même, on va dire, domaine. Donc en Amérique, on confond plaisir de manger avec la surconsommation. Donc résultat, seuls 39% des Américains déclarent prendre beaucoup de plaisir à manger contre 90% des Français. C'est vrai que en France, on met quand même le repas, c'est quand même une source de plaisir, un repas. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, par exemple, même des repas sains, quand je fais ma pause déjeuner le midi, avant de reprendre le travail, donc quand je termine ma matinée avant d'attaquer l'après-midi, le repas est un moment plaisir. Je fais pas qu'alimenter un corps de manière stoïque, etc. Non, c'est même une approche saine, du riz complet avec, je sais pas, des brocolis et un morceau de saumon. Bah, j'apprécie ça, c'est un moment plaisir. Et ils disent que alors nous, ce serait 90% des Français qui vivraient les repas comme un moment de plaisir, alors que 39% des Américains, eux, c'est pas le plaisir. En fait, ils mangent pour manger, quoi. Ce qui conduit à la surconsommation. Donc là, déjà, on voit qu'on a, par rapport à eux, si on suit leur façon de penser par rapport à ce que nous on fait, ça voudrait dire que nous on a 3 sources de plaisir que eux n'ont pas dans la journée. Donc 3 sources au moins. Donc petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Alors qu'eux mangent pas forcément pour le plaisir, donc ils sont carencés. Nous on est plutôt avantagés au niveau du plaisir 3 fois par jour. Alors c'est pour ça qu'ils nous admirent en partie pour ça. Donc ensuite, ils disent savourer les saveurs. Donc les Parisiens qui allaient manger chez McDonald's passaient en moyenne 22 minutes à manger leur plateau, tandis que les clients de Philadelphie entraient et sortaient en seulement 14 minutes. Donc on est un peu moins du double, mais quand même on reste plus longtemps. Après, nous, les fast-food et tout, c'est pas quelque chose de très... Enfin, aujourd'hui, c'est extrêmement commun. Mais, je veux dire, c'est quelque chose d'assez... Dans l'idée, c'est beaucoup plus nouveau, les fast-food, chez nous, en tout cas à grande échelle, avec une grosse diffusion, que chez eux. Donc, du coup, ça reste tout de même un événement pour beaucoup de personnes. Alors, encore une fois, je parle pas pour les plus jeunes, qui pour eux, c'est du quotidien, c'est du commun, etc. Mais pour ceux qui, je sais pas, qui ont aujourd'hui 30, 40, 50, 60 ans, aller au fast-food, ça reste un petit événement. Comme aller... en fait, c'est presque... Enfin, moi, en tout cas, je vais vous dire dans ma tête, aller dans un fast-food, c'est un peu comme aller au cinéma. Moi, ça a été... quand j'étais enfant, j'allais aussi souvent au fast-food qu'au cinéma. Et je crois que j'allais au cinéma 1 fois par an. Donc, c'était vraiment... Ça rentrait... C'était un petit événement. Et c'est vrai que quand ça ne l'est plus, un événement, donc c'est-à-dire que c'est juste une manière de manger. Tiens, j'ai faim, je m'arrête au fast-food. Effectivement, la notion
d'événements, on va dire ponctuels, disparaît. Donc on va se mettre à manger vite, etc. Comme si, comme si c'était ça ou autre chose. De toute façon, c'est pareil, quoi. Ensuite, alors ils disent que c'est mieux parce que justement le fait de prendre du temps pour manger, on absorbe moins de calories. Alors pas à même quantité, hein, ça, c'est pas ça. Ça veut dire que tout simplement le seuil de satiété va se produire et donc du coup on va freiner on va arrêter de manger. Alors que quand on mange vite, la satiété n'arrive pas. En tout cas, elle est un peu, c'est pas qu'elle est retardée, c'est qu'elle arrive au même moment. Mais vu qu'on mange plus vite, on a le temps d'ingurgiter plus de calories. Ensuite, il y a le soyez réel. Donc quand il dit soyez réel, ça veut dire il est plus facile de manger lentement lorsque votre repas a bon goût, de sorte que le régime alimentaire français évite les aliments transformés au profit de tout ce qui est frais et réel. Alors réel pour eux, parce que c'est de la traduction, c'est brut en fait, du non transformé. Alors encore une fois, là on voit que c'est une notion qui est véridique, mais qui commence à être dépassée. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus d'alimentation transformée, et donc du coup, à part vous et moi et les gens qui essayent de faire un peu attention, beaucoup de personnes se sont laissées aller à la simplicité. La simplicité étant, on enlève l'aliment d'une barquette, on le met au micro-ondes et en 5 minutes on a un plat, une blanquette de veau, je sais pas trop quoi. Donc là, on est dans l'alimentation transformée. Mais c'est vrai que quand ils disent que c'est plus facile de manger lentement quand un repas a bon goût, c'est-à-dire de prendre son temps parce qu'on sait que en gros c'est ça. Si votre assiette, tout ce qu'il y a dedans, vous aimez ça, alors forcément il y aura une hiérarchie. Vous allez peut-être préférer la viande aux légumes, vous allez peut-être préférer votre source de glucides à votre source de viande, peu importe. Mais à partir du moment où ce sont des aliments sains et que vous appréciez, à différentes échelles, mais que vous appréciez, c'est vrai que c'est plus facile de prendre son temps. Parce que quand vous avez des aliments devant les yeux qui ne vous plaisent pas, ou alors vous avez 3 sources d'aliments dont seulement un vous plaît, vous allez avoir tendance à soit manger vite ce qui vous plaît, et après, manger ce qui vous plaît, et après manger très rapidement ce que vous aimez pas, ou l'inverse, donc de manger très rapidement ce qui vous plaît pas, donc d'abord manger, je sais pas, si vous aimez pas les légumes que vous avez cuisinés, les manger à vitesse grand V pour vite arriver aux glucides ou aux protéines. Et donc du coup, le repas est pris de manière plus rapide. Alors que si on aime ce qu'on mange, on n'est pas pressé par le temps puisque chaque bouchée, du début à la fin, est relativement plaisante, quoi. Donc c'est un petit peu comme ça qu'ils voient les choses. Ils disent que c'est plus facile de manger lentement quand les repas ont bon goût, et typiquement, visiblement, ce serait ce que nous faisons. Alors je sais, encore une fois, que vous êtes en train de vous dire, oui, mais attendez, dans la réalité, alors si c'était vrai, pourquoi il y a autant de surpoids en France et tout ? Je suis d'accord. En fait, faut comparer par rapport à eux. Le stade dans lequel nous on est, de surpoids et d'obésité, même si aujourd'hui il est conséquent en France, il reste inférieur à celui que eux ont. Donc eux, les Américains. Donc c'est toujours pour ça, eux ils regardent quelque chose qui fait mieux que nous. Ça veut pas dire qui a des abdos visibles en permanence, c'est qui fait mieux que nous. Et eux, donc ils essayent d'analyser, par exemple les Français, ils aiment la bouffe et pourtant ils sont mieux, donc qu'est-ce que c'est qui fonctionne pour eux ? Allez, je continue. Un autre point, faire des repas une priorité. Un élément important du régime alimentaire français consiste à manger à table en famille. Et je pense que ça, c'est un des points les plus importants de notre style de vie. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on défende ça, qu'on éduque les plus jeunes là-dessus et ne pas tomber dans l'alimentation un peu chacun pour soi. J'ai un souvenir, quand j'étais gosse, j'avais demandé à un de mes grands cousins qui était professeur à l'étranger, donc aux États-Unis. Il allait aux États-Unis, puis il faisait 6 mois là-bas, puis 6 mois en France, et puis j'imagine qu'il enseignait la langue opposée du pays dans lequel il se trouvait, donc anglais ici, français là-bas, ou vice-versa, je sais plus. Et en tout cas, il me disait... la première chose, il me disait déjà, c'est un honneur pour les Américains d'avoir un Français invité. Donc visiblement là-bas, les voisins voulaient absolument l'inviter parce qu'il était français. Ensuite, la première fois qu'il a été invité, donc chez ses voisins, il y est allé. Il est arrivé là-bas, donc en pensant que, il savait pas comment ça allait se passer. Donc il arrive comme nous quand on est invité. Donc qu'est-ce que vous faites ? D'ailleurs, moi j'étais invité hier soir chez des amis à manger un plateau de sushi. Donc on est allé les voir, on est allé chez eux, on est arrivé avec une bouteille de vin, on a pris l'apéritif, puis après on a pris le repas, puis après il y avait une bonne salade de fruits en dessert, et puis on est rentré. Puis café, et on est rentré. Lui, quand il est arrivé là-bas, il s'est dit ça va être plus ou moins la même chose. Donc j'arrive invité, donc une petite attention, puis après on va se... Et non, pas du tout. En fait,
Ben, quand t'as faim, là-bas, il faut aller ouvrir le frigo et tu te fais un sandwich. Chacun mange un peu à son rythme. Celui qui a faim, il mange. Celui qui a pas faim, il mange pas. Il n'y a pas de règle forcément. Alors, certains doivent le faire, mais globalement, à l'époque où ils m'en parlaient, c'était, il fallait pas demander, fallait pas attendre parce que, en fait, pour eux, c'était presque une offense de ne pas aller servir dans le frigo c'est pour eux, pour leur faire honneur, faut aller ouvrir leur frigo. C'est pour ça que dans les séries américaines, quand vous regardez, des fois, on les voit. Est-ce que je peux me faire un sandwich? Oui, vas-y. Alors, c'est la personne ouvre le frigo, elle se fait un sandwich alors qu'elle est pas chez elle. Nous, moi, je me vois pas aller demain chez un ami et lui dire, oh, j'ai un peu faim, je peux me faire un sandwich? Oui, vas-y. D'ouvrir son frigo, de regarder ce qu'il achète et de me faire un. Non, ça me viendrait pas. Et parce que c'est pas nos traditions, ça n'est pas notre style de vie. Donc nous, on a plutôt le repas ensemble. Donc, ce que font par exemple à Thanksgiving ou à Noël, nous c'est quasiment tout le temps. Alors pas le repas de fête, mais le repas en groupe, c'est-à-dire avec papa, maman, les enfants, etc. Pour ceux qui sont en couple, un repas en couple, et pour ceux qui sont seuls, malheureusement ils sont seuls. Mais pour les autres, c'est des repas qui sont pris à des moments en commun. Ouais, c'est rare que l'un mange à 19h, l'autre mange à 20h, quoi. Donc les familles américaines qui dînent ensemble ont tendance à manger plus de légumes et de fruits et moins d'aliments frits, de soda et d'aliments contenant des graisses trans que ceux qui dînent rarement ou jamais ensemble selon les études. Converser avec sa famille ou ses amis garde la bouche occupée à parler au lieu de mâcher, ce qui vous laisse le temps de réaliser que vous êtes rassasié. Donc du coup, quand on mange en groupe, on mange plus lentement, donc on mange plus intelligemment. C'est-à-dire qu'on va pas se gaver. Et ça, c'est quelque chose, on peut pas nous l'enlever. Et c'est pour ça que je pense que c'est un des points les plus importants, certainement le point le plus important de notre mode de vie, c'est que nos repas ne sont pas que ça n'est pas de la goinfrerie, c'est avant tout un événement social, peu importe le niveau de l'ampleur de l'événement social. Ça peut être avec son collègue de travail entre midi et 2, ou sa collègue, avec le matin avec ses enfants, le soir avec sa femme ou son mari, entre midi et 2, par exemple, chez la grand-mère qui habite pas loin du lieu de travail ou de l'école pour les enfants. Et on parle comment s'est passée ta journée, et puis est-ce que t'as vu, je t'ai envoyé ça pour les vacances qu'on est en train de prévoir, et puis donc il y a un dialogue qui s'installe. Et c'est vrai que ça, il me semble que c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que j'appuie dessus. Parce que c'est une source de plaisir, d'échange, de purge, peut-être aussi émotionnel pour certains, de raconter un petit peu, oh là là, ce matin ça a été compliqué, que ça soit à son collègue de travail ou peu importe à qui on parle, hein. Mais on a tendance, en France, à ne pas souvent manger seul. C'est rare, quoi. On va pas, sauf si on n'a pas le choix. Mais si même pour ceux qui ont, moi j'ai fait beaucoup de jobs différents, c'est vrai que même dès le premier jour, on fait chauffer notre gamelle au micro-ondes et puis on essaye de se mettre dans le groupe, quoi. On va pas s'isoler dans sa bagnole tout seul. Ce comportement paraît bizarre, étrange, quoi. On essaye et puis on est rapidement accueilli. Alors que voilà, c'est quelque chose qui fait partie de nos traditions, et je pense qu'il faut j'en suis même convaincu, ça, il faut l'instruire, il faut vraiment le partager. Un repas se prend en groupe, et c'est certainement une des raisons pour lesquelles on est moins en surpoids que ceux qui mangent seuls de manière je bouffe et puis je passe à autre chose, quoi. Et ça fait partie vraiment de nos traditions, quoi. Ensuite, ils disent de prendre les études avec un grain de sel. Les Français, alors ils disent, je vais vous citer tout, avec de nouvelles recherches émergentes chaque jour, il est facile de se laisser prendre dans un cycle de mauvais aliments contre bons, que les aliments en question soient des œufs, du chocolat ou des glucides. Il dit, peu importe, la nourriture n'est ni bonne ni mauvaise, etc., et d'arrêter de diaboliser. Et ils disent, les Français, en revanche, ne sont pas influencés par les reportages contradictoires des médias. Alors, par rapport à la bouffe, hein. Leur connaissance de la nourriture vient de leur tradition, ce que leurs parents et grands-parents mangeaient. Et parce qu'ils ne craignent pas la mauvaise nourriture, ils sont moins susceptibles de se priver. Il est donc plus facile de manger juste, un peu sans culpabiliser, ni se gaver et trop manger. Je pense que c'est là où je disais que l'article est un peu ancien.
Et puis moi, je dois avoir un espèce de biais parce que mon travail, par mon travail, je vois que les gens globalement mangent mal. Mais il est vrai qu'on a quand même des traditions chez nous. Quand je parle de tradition, je pense que tous ceux qui m'écoutent là aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs l'endroit dans lequel vous vivez, l'histoire que vous avez, peu importe, tous ceux qui vivent sur le territoire français, souvent on a tous un plat très connu dans notre famille. Alors ça va être, moi par exemple, c'était le roast beef, donc le rôti de bœuf de mon grand-père. Quand on allait le voir, c'était toujours ce plat. Ce plat est resté ancré, et aujourd'hui, quand j'en mange, c'est synonyme de plat de famille. D'autres, ça va être, je sais pas, peu importe, ça va être une grillade spéciale de poisson. D'autres, ça va être un plat de pâtes X ou Y, mais peu importe. Et donc, on a des traditions, et ces traditions sont souvent des repas qui ont été faits par nos grands-parents, puis nos parents, puis aujourd'hui, nous, on s'y met. Et on les transmet d'ailleurs à nos enfants. Et ça, moi personnellement, je peux dire que je peux valider ça puisque c'est véridique. Et il me semble que ça n'est pas un repas de mauvaise qualité, complètement transformé. C'est un morceau de viande, certes, de viande rouge, avec des pommes de terre, certes, c'est de l'IG élevé, mais ça reste quand même des produits bruts qu'on consommait comme ça. Alors c'était beaucoup trop gras, il y avait du pain avec, bon, mais ça restait quand même, on se commandait pas une pizza pour un repas de famille, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous cherchez bien dans votre mémoire, vous trouverez tous un plat que quand vous alliez à un certain endroit, vous savez que s'il y avait ça, vous étiez sûr que ça allait être bon. Ça peut être le dessert d'une grande tante, une tarte aux pommes, un crumble, peu importe. Mais on a ça. Ça fait partie de nos traditions, et c'est vrai que de mettre la main à la pâte, finalement, de passer du temps en cuisine pour un repas du dimanche midi ou quoi en famille, ça c'est quelque chose qui nous appartient. Il faut dire, les autres laisser aussi, mais en France, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est pas pour rien d'ailleurs que la gastronomie française, la cuisine française et tout est populaire partout dans le monde. Cette vision, c'est parce que nous on a ça dans notre quotidien. Passer du temps en cuisine. Écoutez un petit peu les gens autour de vous quand ils disent alors entre le travail plus le sport et tout, puis après cuisiner pour tout le monde. Donc ça veut dire que nous, dans notre temps au quotidien, il y a la partie cuisiner. Il y en a pour beaucoup de personnes déjà aujourd'hui, même en France, ça ne rentre pas dans leur temps de journée, ça n'impacte pas puisque c'est du micro-ondable et voilà quoi. Donc ils ouvrent une barquette, comme je disais tout à l'heure, ils micro-ondent et puis ils mangent ça canapé table basse quoi. Ceux qui se disent ça n'est pas négociable, il faut qu'il y ait un temps de cuisine, à mon avis sont dans le juste. Ceux qui continuent à préparer de la nourriture au quotidien. Alors vous, je sais que c'est le cas, puisque de toute façon, il n'y a pas de moyen de manger sainement et des aliments transformés, puisque c'est pas possible. C'est déjà à partir du moment où on a dit aliments transformés, peu importe, c'est transformé. Donc on a beau essayer de le cuisiner avec les meilleures méthodes de cuisson et tout, après c'est foutu. Initialement, le produit est de mauvaise qualité, quoi. Donc ça, préservons ça, très important. Si vous buvez de l'alcool, suivez le régime français et consommez l'alcool uniquement avec les repas. Visiblement, eux, ils se sont toujours posé la question pourquoi nous, en France, on pouvait picoler et être en bonne santé. Alors déjà, on picole pas n'importe quoi. On est plus vin rouge que bière ou alcool fort. Et quand il y a de l'alcool, en tout cas de manière modérée, c'est souvent accompagné du repas. Moi, je me souviens au collège que les professeurs avaient le petit pichet de vin sur le plateau. Donc l'alcool, c'était pas du tout quelque chose de perçu négativement. Ils se prenaient entre leurs cours, ils avaient de l'alcool. Alors je sais pas si aujourd'hui ça existe encore. J'espère que oui, parce qu'il faut bien qu'ils décompressent avec les sales gosses qu'ils ont aujourd'hui et qu'on était à l'époque. Voilà. J'espère qu'ils ont le petit verre de vin si ça leur fait du bien. Moi, personnellement, j'ai des vagues avec le vin. Je vais en boire, par exemple, pendant 6 mois, je vais m'autoriser un petit verre de temps en temps, etc. Et puis là, ça doit faire
presque 2 ans que j'en ai pas bu. Je suis pas du tout. J'aime ça, j'aime le vin rouge, mais je suis pas du tout à avoir mon ballon de vin avec un repas dans la journée. Je sais qu'il y en a qui l'ont de manière, d'ailleurs, encore une fois, traditionnelle. Dans leur famille, ça se faisait, ou ils continuent à le faire parce qu'ils en ont pris l'habitude et ils l'apprécient. Moi, par exemple, je suis plus avec le café ou le déca, quoi. Donc voilà, nous les Français, on l'alcool ne nous poserait pas de problème parce que ce serait des quantités modérées. Alors pas partout, hein. Encore une fois, il y a des gens qui c'est pas modéré, mais globalement c'est parce que c'est du vin et consommé avec les repas. Et après le reste du temps, donc fais ce que tu aimes, ils disent. Les Français restent en forme simplement en vivant leur vie quotidienne, qui implique rarement des heures passées coincées dans les embouteillages. Bon, petite dédicace aux Parisiens. Au lieu de cela, ils marchent ou font du vélo là où ils doivent aller. Et ils marchent parce qu'ils aiment ça, pas parce que c'est quelque chose qu'ils doivent faire pour rester en forme. Là, alors, on peut voir que beaucoup, par exemple, de Parisiens, maintenant, ils pédalent, etc., pour aller au travail ou ils marchent. Très bien, ils marchent, c'est cool. D'ailleurs, pas mal de contacts que j'ai de gens qui vivent à Paris font quasiment tout à pied. Enfin, à pied, en tout cas sans voiture. Pas parce qu'ils aiment pas la bagnole, parce que je pense que d'ailleurs ils peuvent plus y rouler, et puis en plus parce que voilà, c'est aussi la mentalité là-bas. Mais moi, je vais parler au-delà de Paris, puisque moi je ne vis pas à Paris et je n'y ai jamais vécu. Je parle plutôt de la province, on va dire. C'est vrai que on va pas se promener par contrainte pour garder la forme. On va se promener parce qu'on a envie d'aller dans un parc, on a envie d'aller dans une forêt, on a envie d'aller en bord de mer, on a envie d'aller voir, je sais pas, quelque chose à la montagne, peu importe. Nous, la marche, c'est d'ailleurs j'appelle pas ça la marche, j'appelle ça la promenade, est faite pour en prendre plein les mirettes, quoi, entre guillemets, quoi. On va se ressourcer en marchant. Pas forcément que nous, les sportifs et tout, mais je parle globalement. Regardez autour de vous, la promenade, le dimanche, sortez un dimanche après-midi quand il fait beau, allez aux abords d'un parc, où vous allez voir plein de familles marcher. Et on marche pas, et c'est pas des gens qui se disent, allez, c'est pour maintenir la forme. Non, c'est l'activité de la journée, c'est le moment plaisir de la journée, de sortir s'aérer, etc. Et pour nous, c'est une évidence et on aurait l'impression que pour tout le monde, ça le serait aussi. Mais visiblement, non. Eux, ils se disent, mais vous imaginez, là-bas, les Français, ils vont se promener par plaisir. Ah oui. Et ça, faut le défendre encore une fois. C'est pour ça, quand je disais l'herbe est plus verte ailleurs, nous, on a toujours tendance à critiquer un petit peu ce que l'on fait, ce que l'on est, ce que le gouvernement dans lequel on est et tout ça. Bon, il y aurait à redire, hein, je suis bien d'accord avec vous. Mais faut pas oublier qu'on a quand même ces qualités qui sont tellement acquises et tellement ancrées dans nos habitudes qu'on ne s'en rend plus compte du tout. Alors que ce sont vraiment des grosses qualités. Vous imaginez quand même d'aimer prendre des repas en groupe. Certains ne le font pas. C'est une qualité au niveau, on va dire, mental, mais également, on va dire, physiologique, au niveau de la santé. Même, vous allez me dire, oui, mais selon ce qu'on met dans l'assiette, c'est pas la même chose. Peu importe. Si vous mettez la même chose dans l'assiette, si vous mangez en 5 minutes ou en 20 ou 30 minutes en parlant, ça n'aura pas le même impact. Deuxième chose, pourquoi ? Parce que vous allez manger moins, enfin bon, bref, je vais pas me réexpliquer là-dessus. Deuxième chose, imaginez qu'on prend plaisir à faire certaines activités physiques. Ça aussi, donc marcher ou faire du vélo, on prend du plaisir et on le met même pas dans le rang de l'activité physique. C'est pour ça que certaines personnes, quand on leur dit mais le week-end va marcher, prends du plaisir, fais des choses ludiques, c'est ce que je dis à chaque fois, moi, quand j'ai une personne en consultation, ils me disent mais le week-end est-ce que je dois faire du cardio et tout ? Je dis mais fais quelque chose de ludique, quelque chose qui te plaît. T'as envie de jouer au ballon avec un pote, faire des paniers avec un pote ou aller te promener avec tes gosses. Et ça, c'est très bien. Voilà, ne va pas te mettre une contrainte qui t'empêcherait justement de pouvoir faire des choses plaisir. Mais autre chose. Et ça, je sais plus qui en parlait dans un podcast. Je crois que c'est Gundil qui en parlait, Michael Gundil, dans un podcast sur les États-Unis. Je crois que c'est lui. Je sais plus si c'est lui. Enfin bon, bref, qui disait quand t'es dans des villes américaines, souvent quand t'es à pied, tu peux rien faire parce que c'est tellement vaste, tellement grand que tu peux rien faire. Et j'entendais quelqu'un d'autre dans un autre podcast d'ailleurs sur l'automobile qui disait à Los Angeles, si t'es à pied, c'est suspect en fait. Puisque c'est tellement vaste que quand on voit quelqu'un à pied, ça fait suspect. Donc, tu préfères être en bagnole, quoi. Et c'est vrai que c'est pas quand ça n'est pas ancré dans les habitudes,
C'est comme nous, on a beaucoup de mal à se mettre seul à une table de restaurant pour manger, alors que dans d'autres pays, c'est quelque chose de très commun. Quand je dis on a du mal, on a plus de résistance à aller dans un bon restaurant à table face à une carte et puis personne en face de nous, alors qu'autour de nous il y aurait que des groupes d'entreprises, des couples, enfin voilà quoi, des amis entre eux et nous on serait seuls. On a un peu cette pression sociale qui nous empêche de le faire. À d'autres endroits, c'est pas du tout vu comme ça quoi. Mais bon, bref, donc ça montre bien que nous, dès qu'il y a le côté social, pour nous, c'est bien, et quand il y a isolement, c'est moins bien. Et j'en parlais d'ailleurs dans la newsletter VIP de vendredi, que si vous êtes seul aujourd'hui, vous savez, il y a un gros courant de pensée qui dit faut apprendre à vivre seul, à être heureux seul, etc. Moi, je vous dirais simplement, j'irais un peu à contre-courant de ça, je vous dirais, au lieu d'utiliser beaucoup d'énergie pour vous sentir heureux seul, utilisez cette énergie pour être ensemble. C'est-à-dire à vous demander comment vous pourriez passer plus de temps avec d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que l'être humain est un animal social. C'est-à-dire que en l'absence de l'autre, il a tendance à se dégrader mentalement. Le mythe de la personne complètement isolée qui arriverait, vous savez, de l'auteur, de l'écrivain isolé dans une grotte ou dans une tour. Ce sont des mythes. Ce sont pas des choses on a besoin de ces interactions sociales-là. Et au lieu de mettre de l'énergie pour apprendre à vivre seul, mettez de l'énergie à voir d'autres personnes. Au début, moi, je racontais juste un détail. Je disais, déjà, les repas, évidemment, si vous êtes célibataire, seul, isolé, il n'y a pas votre famille autour de vous, vous pouvez très bien prendre rendez-vous avec une grande tante, un grand oncle que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous appréciez, ou un ami, en visio, et puis vous mangez ensemble entre midi et 2, j'en sais rien, enfin en visio quoi, de manière à pouvoir discuter. Évidemment, le présentiel est mieux, mais faute de mieux, on essaye de trouver des astuces pour justement recréer ce lien, puisque c'est une qualité qui nous permet d'être en meilleure santé physique et mentale sur le moyen long terme. N'oubliez pas que ce style de vie, il inspire les gens dans les autres pays, et pourtant c'est le nôtre, et on ne s'en rend presque plus compte. Donc c'est vrai que dans un monde actuellement, on a tendance à être très pessimiste par rapport à la France, par rapport aux mentalités qu'on peut avoir. Finalement, dans nos habitudes, on fait déjà pas mal de choses correctement et on inspire les autres. Et il faudrait peut-être s'en rendre compte. Moi, en tout cas, quand j'ai lu ça m'a fait du bien. Je me suis dit, c'est vrai. On a tendance à toujours chercher à faire mieux, alors qu'on fait déjà très bien certaines choses. Il faudrait se mettre à le reconnaître, quoi. Bon allez, je continue la suite. Nouvelle méthode de perte de poids. Je vais pas trop m'attarder sur ce sujet. C'est un article que j'avais vu pareil en anglais. C'est une méthode, ils disent étrange, mais bon, ça fait un peu putaclic et ils ont raison. En fait, la méthode est simple. Au lieu de faire un régime où on réduit tout le temps sa diète, donc par exemple de passer de 2500 à 2200, puis 1800 calories, etc. pour maigrir de plus en plus. Il y a une personne, alors je sais plus, vous allez plutôt utiliser une méthode du docteur John Berardi, je crois que c'est ça. Oui. Alors, en fait, lui il dit, en fait, vous restez au même, donc vous vous mettez au régime, donc un apport calorique de régime, donc vous avez un poids de corps X, vous vous mettez au régime, donc vous retirez par exemple 200, 300 calories, ou alors vous changez les nutriments de votre diète pour avoir un ratio intéressant pour votre perte de poids. Et en fait, plus vous allez commencer à perdre du poids. Donc vous allez passer par exemple de 70 kilos ou de 80 kilos à 78. Et ben à chaque kilo perdu, vous le tamponnez par un gilet lesté. C'est-à-dire que vous mettez une plaque dans le gilet lesté à chaque fois. Alors c'est pas pendant l'entraînement, hein, c'est toute la journée. C'est-à-dire que votre quotidien, vous vivez avec un gilet lesté, quoi. Alors l'astuce, évidemment c'est intéressant, évidemment c'est séduisant, mais qui pourrait le faire ? Un gilet lesté quand t'es banquier, quelqu'un rentre et t'as un gilet lesté, il croit qu'il va y avoir une attaque au fusil et qu'il a en face de lui un gars de la Brinks, quoi. Voilà, c'est un gilet pare-balles, quoi. Donc, si vous avez un travail où vous pouvez vous permettre de mettre un gilet lesté comme ça la journée, pourquoi pas, si vous travaillez à la maison ou si vous avez votre propre société et que vous pouvez faire ce que vous voulez, ok. Après, ou même si vous êtes, je sais pas moi, peut-être routier ou un métier comme ça qui vous permet de faire un peu ce que vous voulez sur votre tenue, ok. Mais la méthode me paraît intéressante, puisqu'en fait on fait croire
Enfin, le corps, lui, il est pas fou, hein, parce qu'il a des récepteurs partout. Il voit quand il y a du muscle qui disparaît, du gras qui disparaît, et le métabolisme n'est pas dicté que par la contrainte mécanique qu'on lui impose. Donc, on a beau perdre du poids, c'est pas en mettant un gilet lesté qu'on va lui faire croire qu'on a toujours ce poids. C'est juste qu'on va devoir le soulever, ce poids, et ce poids donc va devoir être mobilisé tout au long de la journée. Donc, forcément, on va utiliser plus de ressources, plus d'énergie que si on n'avait pas. Par exemple, c'est 5 kilos sur le gilet lesté. Donc ça paraît intéressant, mais c'est trop simpliste l'explication. Le corps ne croira pas qu'il pèse toujours 90 kilos si vous pesiez 90 kilos avant, ou 80 si vous pesiez 80. Par contre, c'est vrai que ça vous permet de maintenir une dépense au quotidien qui se rapprocherait plus ou moins de ce qu'elle était avant. Donc du coup, de pas avoir trop de réduction métabolique. Alors, j'aime pas dire réduction métabolique, de réduction de dépenses caloriques plutôt. Puisque plus vous allez mincir, plus vous allez être léger, plus vous allez faire un régime sévère, plus vous allez réduire votre métabolisme à moyen long terme. Et là, l'idée, en fait, en faisant ça, c'est que si le poids descend, ça vous permet, à chaque fois que vous perdez 100 grammes, 200 grammes, 1 kilo, vous rajoutez ce kilo sur le gilet lesté. L'idée derrière ça, c'est que vous n'avez pas besoin de réduire votre diète. C'est à tester, donc à plus loin tester, mais je pense que ça va être dans un groupe de personnes extrêmement limité déjà la faisabilité. Vous levez le matin, balancez un gilet lesté sur le dos et puis l'enlever le soir avant de se coucher. Bon. Et puis, comme je disais tout à l'heure, faut pas oublier que le corps, c'est pas uniquement ce qu'il perçoit comme charge à porter. C'est aussi ce que lui envoient les divers récepteurs, etc., au niveau des muscles, au niveau des organes, au niveau même du tissu adipeux, qui régule un petit peu, et puis au niveau de toutes les glandes endocrines et tout ça, qui va réguler le métabolisme. C'est pas uniquement la charge qu'on déplace, quoi. Et pourquoi ? Parce que sinon, en faisant énormément de muscu avec un apport calorique bas, on arriverait à tamponner ça, et on voit bien que le métabolisme a tendance quand même à réduire alors qu'on va faire beaucoup de muscu. Mais par contre, l'astuce étant de se contraindre sur, je sais pas, si vous passez 8 heures à dormir et le reste du temps éveillé, ce temps éveillé, vous aurez une contrainte permanente, alors modeste mais permanente sur la journée, donc forcément cette contrainte, il faut la déplacer, et en la déplaçant, si c'est 5 kilos, c'est 5 kilos que vous n'aviez pas avant, donc forcément il y aura une dépense légèrement supérieure. Après, il faut faire attention aussi à pas s'épuiser avec ce genre de méthode, puisqu'il y a des gens qui ont tendance à tomber très rapidement dans la surenchère de la dépense calorique, de l'exercice physique, etc., qui se retrouvent à dépenser 3000, 4000 calories par jour entre leur muscu et leur vie de tous les jours, et qui en bouffent 1500. Donc là, ces gens-là, ils vont entendre ça, ils vont mettre le gilet, ils vont encore plus. Et là, enfin bon, il faut pas tomber dans l'anorexie non plus, quoi. Il faut être cohérent. À un moment donné, le corps sait être performant quand il a du carburant. Donc, et surtout que le régime, c'est pas. Il me semble que ça n'est pas quelque chose de très difficile quand on a les bons outils. Et je vous recommanderais plutôt d'aller lire. D'aller écouter, parce que c'est un cours vidéo avec du texte aussi, mais ce que j'ai mis sur le site, que j'ai mis en note là de l'émission, justement, augmenter et booster son métabolisme de 40%, quoi. Parce que là, c'est du extrêmement naturel et sain, quoi. Il y a personne n'ira contre cette idée, et pourtant, peu de gens en parlent. En tout cas, peut-être que ça s'est dit il y a quelques années ou quoi, aujourd'hui, plus personne n'en parle. On est tombé dans les méthodes pointues de je sais pas trop quoi, qui finalement, enfin bon. Bref, allez voir le lien, vous m'en direz des nouvelles. Dernier sujet, interférence cardio-musculation. Donc là, c'est une question auditeur. Donc bonjour Théo, voici ma question. En ce moment, sur Instagram et YouTube, j'entends beaucoup parler du problème d'interférence qu'il peut y avoir à faire du cardio dans sa séance de musculation. Peux-tu nous en dire plus sur ce sujet ? C'est vrai que moi, sur Instagram, j'y vais pour poster des choses de temps en temps. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, c'est Fitness Smith sur Instagram. Je préfère poster des assiettes de repas ou des petites images comme ça pour montrer de temps en temps la forme que j'ai. Enfin bon, d'essayer de poster quelques trucs. Mais c'est vrai que je suis pas du tout... moi, en fait, je consulte peu Instagram en tant qu'abonné de compte et tout. Je suis abonné à certains comptes, mais c'est vrai que je prends pas le temps d'y aller. Quand j'ai du temps libre, je préfère bouquiner ou faire autre chose, quoi.
Et donc là, j'ai pas vu ce débat qu'il y avait entre interférence muscu-cardio, mais donc je sais pas ce qu'il en est réellement, mais c'est un vieux débat qui est légitime, je pense. Et je peux vous en parler parce que justement j'ai lu une étude que j'ai partagée d'ailleurs dans la newsletter VIP encore une fois, ou dans un cours, je sais plus, mais je vais vous en parler. Donc pour info, donc voilà, je fais de la musculation 3 à 4 fois par semaine, plus du cardio, j'ai déjà perdu 20 kilos de graisse et je souhaite en perdre encore. Ok. Alors, dans l'étude en question que j'avais vue, il expliquait en fait, c'était une large étude en plus qu'ils avaient faite, parce qu'ils avaient pu observer les effets cardio plus musculation. Alors, cardio seul, musculation seul, cardio plus muscu chez les débutants et cardio plus muscu chez les athlètes. En gros, enfin, chez les personnes qui pratiquaient déjà. Et en fait, par exemple, chez quelqu'un qui démarre la musculation, enfin, qui démarre le sport, de faire et du cardio et de la muscu, il progressait sur les 2 tableaux. C'est-à-dire qu'il prenait du muscle et il augmentait sa forme cardiovasculaire. À partir d'un certain niveau de performance, on va dire d'expérience, en faisant cardio-muscu, la personne prenait moins de muscles que s'il faisait que de la muscu, mais par contre continue à progresser en cardio. C'est-à-dire que le cardio impacte l'anabolisme, donc c'est-à-dire que vous allez moins anaboliser, être moins bon à fabriquer de la masse musculaire si vous faites beaucoup de cardio, ou autant de cardio que de muscu. Par contre, ça n'impacte pas le cardio, que vous soyez débutant ou voilà. Alors encore une fois, ce sont dans des doses modestes. Je parle pas de quelqu'un qui essaierait de faire 3 heures de cardio par jour et 3 heures de muscu par jour. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous parle d'une pratique normale d'essayer de faire, je sais pas moi, 2-3 heures de cardio par semaine, étalé sur la semaine, et 5 séances de muscu. Ça veut pas dire que vous perdez du muscle. Ça veut dire que vous en prenez moins facilement, même si vous êtes avancé. Par contre, le cardio n'est pas impacté. Mais en même temps, ça m'a pas étonné, puisque la musculation travaille aussi le système cardiovasculaire. Et observez un petit peu comment on fait pour progresser en cardio. Souvent, on va faire du fractionné. Fractionné qui ressemble de manière très proche à la musculation, puisque c'est un effort extrêmement intense et bref, suivi d'une période de récupération. Donc un débutant progresse en muscle et en forme cardiovasculaire, même quand il fait les 2. Une personne qui avance et qui a de l'expérience profitera plus du cardio que de l'anabolisme de la musculation. Mais bon, il sera déjà musclé, logiquement. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, et d'ailleurs, il a regardé que celui qui faisait que la muscu et pas de cardio, il progressait plus, et en fait, il prenait plus de muscles et de force. Donc il y a une réalité qui, et d'ailleurs beaucoup de culturistes l'ont vu, à faire trop de cardio, ils ont l'impression de brûler du muscle. C'est pas qu'ils en brûlent, c'est qu'ils en prennent moins. Et puis peut-être aussi ils sèchent, donc ils éliminent plus de rétention d'eau, ils éliminent plus de tissu adipeux, ils font moins ils stockent moins en fait, tout simplement, ils sont moins remplis. Et donc du coup ils ont cette apparence un peu plus flat. Mais est-ce que ça veut vraiment dire que le muscle s'est barré ? Bon, après c'est vrai que quand vous faites des efforts répétés à faible intensité, par exemple de l'elliptique ou quoi, le bas du corps, forcément, et si c'est ça l'entraînement du bas du corps, il faut pas s'attendre à avoir des grosses cuisses, quoi. Mais bon, si derrière il y a des squats, enfin pas derrière justement, il faut jamais faire la musculation après le cardio. Je vous ai déjà expliqué plein de fois pourquoi, mais c'est pas intelligent de faire comme ça. Après, en guise de petit échauffement, oui, mais au-delà de ça, non. Mais bon, donc pour répondre un peu plus clairement à ta question, 3 à 4 fois par semaine de la musculation plus du cardio, moi ça me paraît pas fou. Après, encore une fois, faut voir qui fait quoi. Si ton but c'est de faire de la compétition de bodybuilding, tu vises à être le plus ou la plus musclé possible. Tout ce qui va venir freiner la prise de masse musculaire, ou du moins l'impacter, il faut faire attention. Donc tu vas avoir un ratio muscu-cardio qui sera favorable pour la musculation. Donc tu feras peut-être 4 à 5 séances de musculation par semaine intense et 2 à 3 séances de cardio pour essayer d'avoir une préférence anabolique, on va dire. Mais si ton point de vue est différent, c'est-à-dire que toi tu préfères être en bonne forme cardiovasculaire, être dessiné, fine ou fin, esthétique en fait, plus type physique mannequin, etc.,
t'as pas besoin d'avoir des grosses quantités de masse musculaire. Moi, en tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai jamais voulu faire hyper musclé, habillé, etc. Je m'en fous. Moi, j'ai envie d'avoir un poids de corps adapté par rapport à la taille que je fais. Et quand je m'habille, j'ai pas envie de ressembler à un gorille ou quoi que ce soit. En fait, moi, c'est pas quelque chose qui, dans ma tête, est synonyme de force ou ça vient pas tamponner une carence ou une faiblesse ou quoi, puisque moi, par le passé, j'ai été en surpoids. Donc, j'ai déjà vécu le surpoids jeune, donc, et d'avoir une carrure, en tout cas, quand j'étais habillé, quand j'étais jeune. Et moi, donc, ça a tamponné dans mon cerveau un autre effet psychologique, c'est que pour moi, être volumineux, ça me renvoie un peu à cette image. Donc, on a chacun nos ancrages psychologiques. Donc, pour moi, être fin, c'est une bonne chose. Avoir la ligne habillée, c'est une bonne chose. Pour d'autres, ça va être, voilà, je me trouve trop maigre, j'ai pas de virilité, etc. Ils associent un peu ça. Bon, chacun après a ses biais. Ceux qui ont vécu en extrême maigreur, enfant ou ado ou jeune adulte, ils veulent pas perdre du poids et les autres, ils veulent pas en prendre. C'est comme ça. Donc, tout dépend, mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis à peu près à 60-40, c'est-à-dire 60% de musculation, 40% de cardio, dans mon approche. Donc, globalement, je fais... c'est pas globalement, je fais minimum 2h30, voire 3 heures de cardio par semaine. Basse intensité, pas du 8, du basse intensité, et le reste de la muscu. Donc du lundi au samedi à peu près, ou du lundi au vendredi et le dimanche en plus. Donc j'ai après un temps alloué à la muscu légèrement supérieur. Par contre, moi personnellement, j'ai pas vu d'impact sur la masse musculaire. Par contre, il est vrai qu'en faisant du cardio plus régulièrement, il y a un meilleur confort alimentaire. C'est-à-dire qu'on est moins obligé de réduire sa diète, forcément, puisqu'on va brûler des calories avec le cardio. Donc, c'est un meilleur confort alimentaire. Ça veut pas dire qu'on peut manger n'importe quoi, puisque si on mange n'importe quoi, on a beau faire du cardio. De toute façon, cardio, regardez le nombre de calories que vous dépensez. Si vous mangez une barre de Mars ou un Twix ou un truc comme ça, vous allez voir que c'est démoralisant, quoi. De voir qu'en faisant autant de cardio, vous avez perdu même pas l'intégralité de la barre que vous avez mangée, quoi. Bref. Mais par contre, ça donne, quand on mange sainement, on a moins besoin de réduire quand on veut être sec. Voilà. Après, être sec, c'est des événements ponctuels c'est des moments ponctuels. On veut pas être sec tout le temps. On veut avoir la ligne tout le temps, mais sec, c'est pas la même chose. Sec, c'est de virer l'eau sous-cutanée, de pas faire de rétention d'eau et tout. Ne tombez pas dans l'engrenage d'être sec tout le temps parce que vous en sortirez pas. Et je vous le dis tout de suite, si vous voulez gagner du temps, faites attention à ça. Donc essayez d'avoir la ligne. Si vous voulez avoir les abdos visibles sans être sec, c'est possible. Sec veut dire, encore une fois, perte de graisse plus après limiter la rétention d'eau, voire éliminer celle sous-cutanée. Ça, non. Faites attention à ça. Essayez de rester cohérent et ne pensez pas que les modèles de couverture ou des modèles Instagram maintenant, puisque c'est fini les couvertures, les modèles Instagram avec des veines partout, tout le temps, sur le bide il y a 4% de graisse, c'est la joie, le bonheur et quelque chose de tenable tout le temps. C'est faux. Même eux le disent, et moi je peux vous en parler parce que j'ai fait des régimes sévères pour des shootings photos et pour des événements avec des professionnels. Je peux vous garantir que quand vous passez devant l'objectif photo, vous avez beau sourire, vous n'êtes pas au mieux de votre forme. On ressent, moi je ressentais bien que mon corps était en mode, en fait il faisait tout pour me ramener au-dessus de ce que j'étais. Donc à remanger, à reprendre un petit peu de tissu adipeux, ne serait-ce que pour augmenter un peu le métabolisme, parce qu'il y a un lien entre taux de graisse minimal. Alors c'est pour chacun, chacun n'a pas le même, mais le taux de graisse minimum qui va un peu réduire ou accélérer, réduire ou remettre en place votre métabolisme, quoi. C'est pour ça que beaucoup de personnes essayent d'augmenter le métabolisme, mais je leur dis, mais déjà commence par reprendre un peu de gras, puisque tu es certainement à un taux de gras qui empêche ton métabolisme de retrouver une vitesse de croisière. Et les gens, ils veulent surtout pas reprendre du gras. Mais en fait, parce qu'ils ont peur de reprendre tout leur bide ou non. Et ce qu'il faut, c'est reprendre. Des fois, c'est le gras qu'on va reprendre, il est même pas perceptible à l'œil nu. Mais il faut l'accepter. Et ça, c'est le problème, encore une fois, je sais, je fais beaucoup de digressions, mais de toutes ces balances connectées et tout, qui vous donnent des chiffres quasiment tout le temps faux.
et qui vont oh là là, je suis à 13% de gras, alors que les gars ils ont les veines sur les abdos. Arrêtez. Et à un moment donné, soyez un petit peu observateur. Regardez pas que les chiffres qu'il y a sur des trucs électroniques, quoi. Vous voyez bien que vous êtes sec. Arrêtez de croire que vous l'êtes pas, quoi. Bref. Donc, moi, je ne vois pas. Alors, ce problème d'interférence, il existe pour te répondre, mais peu importe. Puisque si tu veux être bodybuilder de haut niveau ou bodybuildeuse de haut niveau, effectivement, faut faire attention. Quoique les bodybuilders de haut niveau font tous du cardio quasiment. Mais bon, faut faire attention. Mais après, les seules interférences, c'est si tu deviens trop lourd pour courir, effectivement. Mais si tu deviens trop lourd pour courir, ça veut dire que ça n'a pas été perturbant puisque tu as réussi à devenir très lourd avec la muscu, donc tu as bien anabolisé. Donc c'est là, en fait, il y a des paradoxes dans les argumentaires des gens. Et donc c'est pour ça, il faut le cardio. Moi, je préfère le faire que de ne pas le faire. Et beaucoup de personnes le font et ont un très bon physique. Et comme je vous disais, les rapports montrent que en faisant du cardio, vous n'allez pas devenir maigre tout de suite, perdre tout votre muscle. Ce qui fait perdre le muscle, c'est de ne plus le contraindre. Donc, c'est-à-dire que si par exemple au développé couché vous êtes à 100 kilos, ça vous travaille bien les pecs et que à force de faire du cardio, vous faites de moins en moins de muscu, vous mettez de moins en moins lourd et vous passez à des séries à 50 kilos, vos pecs vont disparaître. Enfin, vont réduire. Ça veut pas dire, c'est pas de la faute du cardio. C'est parce que justement la contrainte mécanique imposée à vos pecs, elle est divisée par 2. Donc, le muscle n'a plus la même raison d'exister qu'avant. Il se dit il m'impose plus des charges lourdes, j'ai aucune raison d'être hyper développé, hyper dense et tout, quoi. C'est aussi simple que ça, hein. Mais bon, je sais pas, chacun doit trouver du contenu, après je comprends. Mais ces interférences, c'est pas grave, quoi. C'est pas oh là là, je vais tout cataboliser. Non. Restez cohérents, maintenez vos perfs et si vous voulez faire du cardio, surtout si vous avez tendance à être un peu adipeux, un peu à retenir pas mal de flotte et tout, ou à être sédentaire tout simplement, d'inclure du cardio dans ses routines de vie posera pas de problème. Voilà. Bon, je m'arrête ici pour ce podcast. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Il y a un formulaire dans le formulaire anonyme dans les liens du podcast. Et puis, si vous voulez booster justement votre métabolisme de 40%, avec ce bon titre accrocheur et qui me plaît, et c'est pour ça que je le répète, parce qu'en fait c'est vrai, c'est pas un truc genre poudre aux yeux. Allez voir le lien que j'ai mis dans les notes et on se retrouve de l'autre côté. Très bonne semaine à toutes et à tous, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.